Gave et Trépomie se sont transformés en 10%. Et à l'époque, je me suis beaucoup fâché auprès du président de la République, que j'ai été amené à côtoyer souvent là-bas dans le département de la Corrèze. Et il n'y a eu rien à faire, me dit-il, parce que tu sais, m'a-t-il dit un jour, la FNSEA paralysera demain complètement le pays si on s'entête à vouloir mettre un paiement redistributif chez nous. Donc vous voyez, il faut absolument amener à l'Europe des gens qui réussissent à convaincre, à porter d'autres politiques européennes pour qu'il y ait obligation de financer ces petites structures indispensables à la vie de la ruralité. Parce que c'est quoi que de maintenir des petites exploitations? C'est pas seulement pour faire beau, même si c'est complètement nécessaire, c'est aussi pour s'assurer demain des productions de grande qualité partout, parce que les consommateurs que nous sommes, que vous êtes, ont besoin de ces produits de consommation de qualité. Il faut arrêter. J'entendais tout à l'heure qu'on me parlait de la ferme des 1000 vaches, ou 2000, ou 3000, ou 5000 vaches, pourquoi pas, mais pourquoi pas demain, comme en Argentine ou au Brésil, des fermes de 40 ou 50 000 vaches. Je crois qu'il faut mettre un coup d'arrêt à ça. Alors la seule façon d'arriver à maintenir un tissu important d'agriculteurs dans ce pays au service des populations et des territoires, eh bien c'est de redistribuer l'argent des aides différemment. Il faut redonner du sens à la PAC par un rééquilibrage des aides. Alors, en plus, ces aides, on peut s'en servir comme d'un véritable levier pour des opérations qui ont trait à l'écologie. L'amélioration des... Voilà. Par exemple, quelqu'un qui accepte de faire une reconversion vers l'agriculture bio, il faut lui donner les moyens. Quelqu'un qui accepte d'utiliser moins de pesticides, il faut avoir une forme de reconnaissance et l'encourager à aller vers cette démarche. Vous savez, on a des problèmes qui se font jour comme ça, et puis on dirait qu'ils s'apparaissent du jour au lendemain, comme ça, presque naturellement. Vous savez, moi j'ai la chance d'habiter un joli département, mais comme celui-ci d'ailleurs, et comme tous les autres, ces départements qui ont été façonnés par les hommes de ces territoires. Et à côté de chez moi, il y a un petit cours d'eau qui est presque toujours à sec maintenant. C'est pourtant là où mon grand-père m'avait appris à aller braconner quelques truites. Malheureusement, aujourd'hui, plus de poissons, parce que faute d'eau. Et à quoi c'est dû? Alors, sans doute est-ce dû à ces changements climatiques? Sans doute. Cela a-t-il une importance? On se rend bien compte qu'on manque de pluviométrie ces temps-ci. Mais si on prend sur les 50 dernières années, c'est pas ça le facteur essentiel qui fait qu'on manque autant d'eau. Si on y regarde d'un peu plus près, vous savez, moi, je vous le disais tout à l'heure dans mon rôle de maire, un jour, je l'ai dit à une dame qui avait choisi de venir habiter notre belle commune, je lui ai parlé de cette problématique d'eau, je lui ai dit, il y a presque plus d'eau sous le pont. Oh, mais, me dit-elle, je sais d'où ça vient, c'est de la faute aux agriculteurs. Ah bon? Mais j'ai dit, est-ce que vous avez des bottes, madame? Elle me dit, oui. Mais j'ai dit, allez, si vous avez 2 heures, vous allez me suivre, on va aller faire le tour du bassin versant de ce petit ruisseau. Elle me dit, ils produisent trop de maïs. J'ai dit, il n'y en a pas sur ce bassin versant, il n'y en a pas 1 hectare. On a fait le tour, mais j'ai dit, je suis d'accord avec vous, s'il n'y a plus d'eau dans le ruisseau, c'est à cause des agriculteurs. Ah, elle m'a dit, vous voyez, j'avais raison. J'ai dit, oui, vous avez sans doute raison, mais sauf que notre réflexion vient des antipodes. Vous allez voir un peu comment ça se passe réellement. Mais oui, notre petit ruisseau, qui a un bassin versant de 500 hectares, bien sur ces 500 hectares, il y en a malheureusement 150 qui se sont boisés d'une façon intempestive. Toutes les zones humides naturelles entretenues par les paysans ont disparu, se sont boisées de saulées. Vous savez qu'une saulée, ça pompe en moyenne entre 500 et 1000 litres d'eau en pleine chaleur. Après, tout est mathématique, il suffit de faire des multiplications et on assèche complètement les cours d'eau. Voilà une des propositions que j'avais faites et des propositions de loi européennes qu'on
aider ces gens, parce qu'il est difficile d'entretenir des zones marécageuses, des réserves en eau. Il faut pouvoir leur donner les moyens de rester sur ces territoires. Pourquoi pas les financer? C'est pas ça qui coûtera le plus cher. Ça coûtera toujours moins cher que de soigner les gens qui sont en fin de vie parce qu'ils ont attrapé une maladie à cause de ces saloperies qu'on emploie. Il faut se donner véritablement les moyens de mettre une autre politique en place. Et pour ce faire, on a les moyens. Et faire des productions de qualité, c'est aussi permettre aux gens de vivre de leur travail. Un paysan, je discutais ce matin avec un copain là, qui est producteur de vin, il me disait, on a les pires difficultés à vendre notre vin, on le vend quelquefois moins de 80 € l'hecto. C'est, voilà quoi, c'est des prix qui, voilà, on n'imagine même pas. Si vous allez acheter du morgon dans un supermarché du coin, voilà, le prix, c'est pas tout à fait ça, quoi. Il a fait quelquefois le saut. Voilà. Véritablement, là, on a des problèmes. Alain, ça m'amène. Alain, c'est mon secrétaire fédéral qui m'a accompagné. Et je vois à son regard qu'il souhaiterait que je vous parle de mes moutons. C'est ça, pour que vous compreniez l'évolution. Voilà, moi, je me suis installé agriculteur, je suis à la veille de la retraite, il y a quelques années de ça, il y a 40 ans. Et à l'époque, je produisais des moutons. C'est pour vous faire voir la démarche du libéralisme où ça nous amène. C'est complètement fou ce truc. À un moment où on vient de ratifier des marchés internationaux qui nous lient avec le Canada, qui nous lient avec l'Argentine, avec le Brésil, avec... Vous savez, on doit importer, nous dit-on, on ne peut pas refuser d'importer et de travailler avec ces gens-là parce qu'on a besoin d'exporter. Oui, mais nous, en France, on fait des productions de qualité. Vous savez tous qu'une vache, en France, par exemple, elle a une prise de sang par an pour qu'on contrôle son état de santé. C'est beaucoup plus que chez nos concitoyens, malheureusement, parce qu'il y en a qui restent des années sans se faire de prise de sang. Voilà. Et on nous fait bouffer de la viande, entre guillemets, qui viennent là-bas, alors qu'on sait que là-bas, les antibiotiques sont en vente libre. Il est monnaie courante d'utiliser des hormones pour faire grossir ces vaches qui sont élevées dans des fermes de 10, 20, 30, 40 ou 50 000 vaches. On soigne avec des semi-remorques. Voilà, c'est surdimensionné. L'essentiel pour ces gens-là est de faire du business. Eh bien, au mépris de nous, au mépris de vous, voilà, je crois qu'il faut qu'on soit imaginatif. Alors, pour revenir à mes agneaux, j'étais producteur d'agneaux, donc, à l'époque, et le 20 avril, à la foire aux herbes, je suis un petit patelin à côté de chez nous, il y avait encore des foires à cette époque. Je ne veux pas faire nostalgique, mais voilà, il faut se souvenir, c'est pas si vieux. Et j'avais vendu 25 agneaux, et les 25 agneaux dans l'après-midi, quelques heures après, m'ont permis d'acheter une voiture neuve. 25 agneaux, une voiture neuve, en 1982. Aujourd'hui, quelques années après, vous n'avez qu'à faire le compte, la même, avec les aides européennes, il en faut 170 pour l'acheter. Vous n'avez qu'à voir la marche agrandie. Ah, mais nous dit-on, c'est pour que les consommateurs puissent acheter de la viande meilleur marché. Oui. Dans le même temps, les prix à la consommation, ils ont augmenté de 80%. Alors, qui sont les dindons de la farce? Alors, d'un côté, il y a moi, le paysan, et de l'autre côté, forcément, il y a vous, qui payez la viande bien au-delà de ce que vous auriez la payer. Voilà dans quelle situation nous sommes. Et voilà, ça c'est de la politique intérieure, mais aussi qui est très liée à la politique européenne que nos députés vont être en charge de mettre en place. Je crois qu'il faut, comme tu le disais, voter massivement pour Yann Brossa et sa liste, parce que je crois qu'on a des choses à faire, et je crois qu'on peut avoir les moyens de mettre en place une autre politique agricole. Relocaliser les productions, je le disais tout à l'heure, c'est être vigilant à la qualité des produits. Relocaliser les productions. Parce que relocaliser les productions, c'est installer des petits agriculteurs, certes, mais installer quelqu'un, c'est réimaginer des places de village avec des marchés. Bon, pendant la campagne, la semaine dernière, j'étais à une foire aux Héroles, c'est dans la Vienne. Vous savez qui était président du conseil régional de la Vienne? Voilà. Alors il paraît qu'elle avait tout fait en matière de développement agricole, sauf qu'on est allé dans un village qui se meurt à l'aine. Moi j'étais malade,
à voir qu'on laissait disparaître notre patrimoine à ce point. Un joli village où les fermes s'écroulent, les maisons du centre-bourg s'effondrent. Et malgré ça, le jour de la foire, il y a 250 âmes dans la commune. Le jour de la foire, et puis c'est la vérité, 15 000 personnes, des gens partout. Des gens venus de 150 km, 200 km à la foire, tous les 29 du mois. Pourquoi ça? J'ai posé la question, ça interroge quand même, parce qu'il y a plein de choses. Il y a des bancs, des souliers à acheter, des vêtements d'hiver, de l'outillage, de la quincaillerie, voilà. Pourquoi? Voilà la question que je posais aux gens. Pourquoi vous venez? Eh bien, ils vous répondent, parce qu'on a besoin de se rencontrer, on a besoin de lieux de vie. Voilà, on nous a amené ce libéralisme sauvage qui isole les gens les uns des autres, les oblige à vivre chez eux, travailler, dormir, voilà, et aller dépenser ses sous dans les supermarchés. Voilà tout ce qu'ils sont capables de faire. Alors, je vais bientôt avoir fini. Et je ne voudrais quand même pas finir sans vous parler de notre président de la République, Emmanuel Macron, qui, quelques jours après son élection, avait invité les responsables des syndicats agricoles à venir discuter de la problématique du revenu des agriculteurs, parce que, dit-il, cette solution est insupportable, et jusque-là, je partageais avec lui une solution insupportable, mais c'était quand ça a été de parler des moyens que, là, on n'a pas été d'accord. Alors, les États généraux de l'alimentation, on a organisé 70 réunions pour ça. J'ai participé, j'ai pas pu toutes les faire, voilà, mais j'ai participé au moins à 40 d'entre elles, à Paris, bien sûr, parce que tout se passe là-haut. Pareil que tout le savoir est là-haut, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on dit. Donc 70 réunions, et c'était des grandes messes finalement où il y avait une centaine de participants, et où le président de la République nous disait, ou les responsables des services, nous disaient que oui, véritablement, il pensait que ça y était. Demain, on va faire participer les sociétés de l'agrobusiness, de la grande distribution, les transformateurs, on va les faire participer activement au prix payé aux agriculteurs. On a la solution, disait-il, nous répétait ça, on va faire voter une loi, qui a d'ailleurs été votée, la loi Egalim, sans rechigner, et puis on pouvait légitimement penser que, véritablement, il risquait d'être plus amis avec les libéraux de l'agrobusiness que moi, pourrait peut-être les réussir à les convaincre à mettre la main au portefeuille, même si à la matière, ils ont souvent des rhumatismes quand il s'agit de mettre le bras dans cette position. Mais on pouvait toujours espérer. Qu'est-ce qu'il en advient aujourd'hui que la loi est à son 4e mois d'application? Eh bien que les prix à la production dans les fermes, ils ont baissé de 0,8%, alors que dans le même temps, les prix à la consommation, ils ont augmenté de 4%. Voilà la situation où elle est, mes chers amis, suite à ces EGA. Alors oui, je crois qu'il y a de terribles souffrances dans ce monde paysan, dans ce monde rural. Pourtant, on a des cadres de vie, chacun s'accorde à le reconnaître, qui sont magnifiques, mais pour pouvoir les préserver, ces cadres de vie, eh bien, il faut donner les moyens aux gens qui vivent sur ce territoire de pouvoir vivre dignement de leur travail. Et je crois, comme tu le disais, cher camarade, qu'il faut donner les moyens à cette liste conduite par Yann Brossat à essayer de changer les choses. Alors, oui, gardons le moral, soyons combatifs, et puis votons utile, votons l'humain d'abord, parce que je crois que c'est un des leviers sur lesquels on peut agir pour essayer de changer les choses. Je vous remercie. Chers amis, chers camarades, saluer toutes celles et tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer en arrivant.
Beaucoup de choses ont déjà été dites, c'est l'avantage de parler en dernier, ça évitera de se répéter. Non, je crois plus largement et de façon très très sérieuse, nous sommes maintenant à 3 semaines de la fin de cette campagne électorale pour les élections européennes. Et donc dans 3 semaines, la France enverra de nouveaux parlementaires à Strasbourg et à Bruxelles pour siéger, représenter bien évidemment la France, représenter les Françaises et les Français pour les 5 ans qui viennent. Et je crois que Marie-Christine l'a très bien rappelé, même si cela en arrange certains, mais nous voyons au niveau de l'Europe, nous voyons également au niveau de la France et parfois même au niveau local, finalement on se satisfait de renvoyer vers des technocrates, des techniciens les responsabilités, alors que en Europe, comme juste de la commune, j'ai envie de dire jusqu'à l'Europe, c'est bien la responsabilité politique, la responsabilité de celles et de ceux que l'on élit, qui prennent des décisions, qui instaurent des rapports de force et qui font que les choses évoluent dans un sens, dans un autre. Ça, après, c'est le débat démocratique qui en est ainsi. Mais je crois qu'on a besoin de redonner tout son sens à cette élection européenne, parce que contrairement à ce que l'on peut entendre parfois dans la presse ou dans les discussions à droite et à gauche, bien évidemment, ce qui se passera ou ce qui ne se passera pas le 26 mai aura des incidences à toutes les échelles, je n'insiste plus. Deuxièmement, mais cela a été dit, le choix que les communistes ont fait est de présenter une liste conduite par Yann Brossat, une liste composée à plus de 50% de femmes et d'hommes qui travaillent, qui ont travaillé, qui souhaiteraient travailler, en tout cas de femmes et d'hommes qui sont aujourd'hui les victimes au quotidien des politiques libérales mises en place maintenant depuis plusieurs décennies par l'Union européenne. On y retrouve donc, mais cela a été dit, des ouvriers, on y retrouve aussi des gens de la culture, on y retrouve des agriculteurs, on y retrouve des salariés, on y retrouve des fonctionnaires, des personnels de la santé, des cheminots, des électriciens, bref, des enseignants, finalement de cette France populaire, de cette France des territoires dans leur diversité, mais en tout cas de cette envie que nous avons, et je crois que nous partageons toutes et tous, finalement d'avoir, comme toujours, cette exigence que les élus que nous envoyons au Parlement bien, ressemblent le plus et le mieux possible à celles et ceux que nous entendons défendre, et en tout cas à celles et ceux au service de qui nous mettons notre engagement au quotidien les uns et les autres. Et c'est important parce que on s'en rend compte, là aussi à toutes les échelles, sans élus communistes, sans élus progressistes, il y a des débats qui ne seraient pas posés. Il y a des questions qui ne seraient pas posées. Il y a des rapports de force qui ne seraient pas envisagés et petit à petit, sans rien lâcher, mais en essayant d'avancer, de travailler à des consensus qui nous permettraient d'avancer. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on perde de vue cet objectif-là. Parce que le pire serait qu'effectivement, le 26 mai au soir, il n'y ait plus cette sensibilité qui soit représentée au Parlement européen. Ce serait terrible, certes, peut-être pour les communistes, et nous aurions une difficulté peut-être d'orgueil, mais ce serait surtout terrible pour ces femmes et ces hommes que j'évoquais, pour toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui mènent des luttes dans leur commune, dans leur département, dans leur entreprise, sur leur lieu de travail, et qui seraient des sans-voix parce que n'auraient plus personne pour les représenter et pour porter ces batailles-là et les défendre. Parce que sur la question, prenons l'exemple du service public. Je ne vais pas tous les énumérer parce qu'ils sont nombreux, nos services publics, à avoir été fragilisés, à avoir été cassés ces dernières années. Mais, j'en le rappelais, ce qui fait aussi la vie d'une commune, de la plus petite commune à la plus grande commune, de la place de village à la place d'un quartier, c'est justement cette présence de services publics, de lieux ouverts, de lieux qui répondent aux besoins de la population et de lieux finalement que l'on fréquente et dans lesquels on se fréquente, de ces lieux de vie qui sont indispensables pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir faire du commun, pour pouvoir avancer et pour construire l'avenir que nous souhaitons. Et on voit bien comment effectivement ce qui s'est passé avec le 4e paquet ferroviaire. Il a manqué 24 voix, donc il en a manqué 12. Hein, c'est le principe d'inverser des majorités. Ce qui signifie que, oui, plus de députés progressistes,
plus de personnes mobilisées à l'écoute de ce qu'ont porté les organisations syndicales. Nous avions un débat jeudi soir avec Gilbert Garel à Oulin qui rappelait comment ils ont fait la tournée des groupes, comment ils ont pu travailler avec le groupe de la gauche unie et comment un certain nombre de choses ont pu collectivement et dans l'échange à la fois de ce que sont bien évidemment dans leur légitimité les parlementaires du groupe et de ce que eux ils portaient en tant que militants syndicalistes. Et donc d'avancer finalement ensemble pour arriver à des solutions. Alors, vous savez, si la liste conduite par Yann Brossa fait 5%, ce seront 4 élus, c'est donc un de plus qu'aujourd'hui. Mais il suffirait que cela se reproduise dans une dizaine de pays, la moitié des pays qui seront, même pas la moitié des pays qui seront amenés à voter, et ces rapports de force, on peut les changer. Ce qui veut donc dire, et si je le dis comme ça, c'est que bien évidemment, chaque voix va compter, chaque voix est importante, et chaque élu supplémentaire sera déterminant demain dans ce qui sera décidé. Et nous en avons besoin en tant que parlementaires nationaux, parce que bien évidemment, si nous avions des décisions qui ne nous arrivaient pas pour casser le service public, cela serait plus facile et cela éviterait au gouvernement de se jeter dans la brèche qu'il attendait bien évidemment très fortement. Et puis cela nous aiderait également en tant qu'élus locaux, et je le dis ici en tant que présidente du groupe communiste au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, bien évidemment toute cette question de gestion demain des fonds, aujourd'hui et dans les années qui viennent, des fonds européens, des conséquences de la politique agricole commune, etc., eh bien, nous les vivrions différemment et nous pourrions mettre en place d'autres politiques. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment besoin d'utiliser les 3 semaines qui nous restent pour faire, comme je le dis depuis maintenant quelques jours, une bataille au corps à corps. Une bataille au corps à corps, sans violence. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre, mais en tout cas une bataille militante comme nous savons faire. Vous savez, je finirai en fin de semaine prochaine la tournée des 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes où nous avons effectivement fait de très nombreuses initiatives et les initiatives vont se poursuivre menées par les militants dans l'ensemble de ces départements, de partout. Quels que soient les départements, quelles que soient nos histoires, quelles que soient nos forces et nos présences, de partout, tout d'abord, moi je constate, et nous sommes plusieurs à partager ce constat, une mobilisation et une envie, effectivement, des militants d'aller et de mener cette campagne électorale jusqu'au bout. Mais ça ne suffit pas. On peut distribuer des milliers de tracts, on peut être nombreux dans une salle. Ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est bien évidemment, avec cet élan, avec cette mobilisation, d'aller voir, d'aller parler, d'aller rencontrer toutes celles et tous ceux que l'on connaît, avec qui on travaille, à côté de qui on habite, que l'on fréquente à la sortie des écoles, dans les associations, etc. Pour bien évidemment mobiliser et les convaincre d'aller voter le 26 mai. Je vous rappelle quand même qu'on est à un peu plus de 40% de Français qui ont l'intention d'aller voter. Et deuxièmement, d'utiliser ce bulletin de vote qui sera un bulletin rouge parce que nous avons souhaité en faire la possibilité d'un carton rouge. La liste conduite par Yann Brossa, voter pour la liste de Yann Brossa, c'est aussi mettre ce carton rouge bien évidemment à la politique d'Emmanuel Macron, et Marie-Christine, je n'y reviens pas, l'a bien dit, comment les choix politiques du gouvernement et de la France influencent aussi les décisions qui peuvent être prises ou ne pas être prises, en l'occurrence dans l'exemple qui a été donné au niveau de l'Union européenne, et puis d'utiliser également ce carton rouge sur les politiques de ces dernières années qui ont finalement contribué à détruire, à fragiliser le service public, à abaisser les droits des femmes et des hommes en matière sociale, alors que nous aurions besoin d'une Union européenne qui soit une Union européenne qui harmonise, qui tire vers le haut, qui garantisse qu'à chaque décision que prend le Parlement, eh bien, on ne revienne pas en arrière sur les droits de tel ou tel peuple, de tel État membre. Et donc, nous avons besoin, bien évidemment, de sortir de la logique qui a prévalu jusqu'ici, d'une construction de l'Union européenne qui, dès le début, était celle d'un marché économique, finalement, avec un objectif à l'échelle de cette Union européenne qui s'est progressivement étoffée en nombre de pays, mais dont l'objectif est resté le même, celui d'assurer, de développer
la concurrence libre et non faussée pour permettre aux capitaux de circuler très facilement au même moment où l'on a érigé des murs et des frontières supplémentaires pour empêcher les femmes et les hommes justement de circuler et d'être accueillis dans de bonnes conditions. Donc nous avons, je crois, cette première mobilisation. Il reste 3 semaines. 3 semaines, c'est beaucoup et c'est peu. Nous avons également à prendre en compte une réalité, je crois, dans les discussions que nous allons avoir avec les uns et les autres dans les jours et les semaines qui arrivent. D'abord, c'est la multiplicité du nombre de listes. Il y aura plus de 33 listes qui seront présentes. Bien évidemment, certaines n'auront peut-être pas les bulletins, etc. Mais en tout cas, il y a 33 listes. Je crois que cette multiplicité des listes est le fruit de l'expression et du pluralisme. Il ne m'appartient pas, bien évidemment, d'y porter un jugement négatif. Mais voilà, rappelons aussi à chacune et à chacun l'efficacité et l'utilité que l'on veut donner à son propre vote. L'objectif est bien quand même d'envoyer à l'issue des députés au Parlement européen et de les envoyer plus nombreux. Et effectivement, là encore, si la liste, je le disais, de Yann Brossat, à partir du moment où une liste dépasse les 5, elle envoie au minimum 4 eurodéputés. À partir d'un certain moment, quand vous augmentez, vous n'en envoyez pas 4 de plus à chaque point supplémentaire. Donc on a besoin de rester sur cet objectif-là, de rendre cette efficacité, à la fois pour une Europe sociale, à la fois pour une Europe qui réponde aux enjeux des défis climatiques pour les années qui viennent. Je crois qu'on l'a résumé justement dans ce slogan pour l'Europe des gens, pas pour l'Europe de l'argent. Au-delà bien évidemment de ce slogan, c'est cette volonté de remettre l'humain au cœur de l'ensemble des politiques de l'Union européenne. Je finirai, je n'invoquerai pas l'histoire ici parce que d'abord chaque élection est différente et l'histoire ne se reproduit pas de la même façon, mais pour rappeler quand même un certain nombre présent et qui se sont également fortement mobilisés. Marie-Christine a rappelé les élections européennes, je rappellerai les élections régionales de 2015, où un certain nombre, les sondages, mais aussi plein de gens de bonnes intentions, soi-disant, nous mettaient bien évidemment en dessous de cette barre des 5%. Je rappellerai que le vendredi, veille du premier tour des élections régionales, le dernier sondage nous a donné à 2 ou 2,5%. Vous connaissez tous le résultat du dimanche soir. Je crois un très beau résultat qui est le fruit justement de cette mobilisation de terrain, de cette mobilisation du quotidien et de cette mobilisation de proximité dont finalement les uns et les autres nous avons toutes et tous le secret. Et c'est un peu comme les pains à champignons, des fois on ne le partage pas. Et donc en tout cas ce qui est sûr, c'est que là il faut le mettre au service de tous, il faut utiliser ce secret pour aller jusqu'au bout. Parce que vous savez, aujourd'hui dans la région qui est dirigée par Laurent Wauquiez, nous avons un groupe de 7 élus communistes sur les 204 conseillers régionaux. Alors, je sais, certains le disent, à quoi bon, ça sert à rien, à quoi bon d'avoir des élus. Très simplement, je reviendrai sur ce que j'ai dit. 1, cela permet de faire entrer dans l'Assemblée régionale et dans les débats du Conseil régional les réalités des luttes auxquelles nous sommes confrontés, sur lesquelles nous sommes alertés, et dont sinon personne ne parlerait. Et puis, cela a permis aussi de travailler notamment sur la réalité de la mise en place de la gratuité des livres et donc de l'extension du système de l'Auvergne à la région Rhône-Alpes, et grâce aux amendements des élus communistes, eh bien, la possibilité de travailler à la fois avec le réseau des librairies indépendantes et aussi de renforcer l'aide de la région, notamment pour les jeunes, pour l'achat du livre qu'on appelle dit livre loisir, c'est-à-dire qui n'est pas dans le cadre de la scolarité, parce que oui, il y a aujourd'hui, peut-être encore plus que jamais, la question du rapport des jeunes à la lecture est un enjeu et la région doit faire. Et si nous n'avions pas été à l'initiative du dépôt de cet amendement, je pourrais vous en citer d'autres, eh bien cela n'aurait jamais été voté. Donc vous voyez, à tous les niveaux, la présence d'élus communistes, d'élus progressistes, bien évidemment, nos présences ne renversent pas les rapports de force. Mais nos présences, et parce que nous sommes connus et reconnus pour cela, parce que les uns et les autres savent que quand nous nous exprimons,
nous ne nous exprimons pas en notre nom et que derrière, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de personnes mobilisées qui soutiennent ce que nous faisons, et bien parfois nous permet aussi de changer la tendance et de répondre aux besoins des populations. Je crois en tout cas que c'est ce que nous devons avoir toutes et tous en tête. Alors il reste 3 semaines d'ici au 26 mai, pas de jour férié pour la campagne, on va jusqu'au bout, on reste mobilisés, on ne lâchera rien et le 26 mai on applaudira nos élus qui partiront au Parlement européen. Je termine juste sur un tout petit mot. Donc le meeting est fini, je vous remercie de votre attention. J'espère que nos intervenants auront convaincu les indécis, qu'ils ont renforcé les communistes dans leur volonté d'aller au bout de la campagne. Je vous invite encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à aller signer l'appel à voter qui est sur le stand du parti, sur le stand de la section. Et la souscription d'Ixit, le secrétaire fédéral du Rhône. Et puis bon, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi. Merci encore pour votre présence. Et, ah oui, j'ai oublié d'annoncer le 20 mai, meeting de fin de campagne à Vénissieux, salle Joliot-Curie, si je ne dis pas de bêtises, à 18h. Voilà, pour l'information avec André Chassaigne. Et l'information circulera de toute façon à nouveau sur les réseaux entre communistes. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous remercie.